pourquoi cette déclaration intervient maintenant, ce 23 janvier 2026, sachant que plusieurs rapports des Nations Unies ont tout simplement attesté que le M23 est soutenu par le Rwanda. Pourquoi maintenant le Rwanda assume cette position? Moi, je pense que c'est une manœuvre stratégique et je pense que c'est important de comprendre le contexte dans lequel ce communiqué a été publié. C'est un communiqué qui a été publié dans un contexte où il y avait au Congrès américain une commission des affaires étrangères qui parlait particulièrement sur la situation en RDC. Il était censé avoir 11 membres de représentants présents, mais 6 ont participé à cette commission et 4 ont été là durant toute la réunion, si je dirais. Et donc, c'est ce message de l'ambassadrice ou du gouvernement de Kigali est d'abord un message, je pense, adressé d'abord aux États-Unis et aux partenaires occidentaux. Et nous connaissons la place que joue justement le Rwanda dans le cœur de la politique américaine, notamment dans les Grands Lacs, dans la région des Grands Lacs et en RDC. Et donc, pendant des années, je pense que Kigali a joué sur le déni et l'ambiguïté parce que ça lui arrangeait. Aujourd'hui, Paul Kagame comprend que le déni ne tient plus et donc il change de tactique. Kigali ne dit pas ou ne dit plus que nous avons tort, mais il est en train de recadrer. Le gouvernement Kigali est en train de recadrer les choses parce qu'il parle vraiment il faut vraiment lire le communiqué pour comprendre. Le communiqué parle de coordination sécuritaire. C'est vraiment une façon de rendre d'une manière présentable ce qui était dénoncé pour le seul but de normaliser justement une réalité militaire et aussi politique. À la question particulière de savoir pourquoi, moi je pense qu'il y a trois raisons. La première, c'est d'abord la pression internationale et je pense qu'ils sont en train d'anticiper une sanction américaine qui ne tarde plus. Je pense que le secrétaire Rubio a dit qu'ils vont mettre un mécanisme afin que les promesses tenues au président Trump lors de l'accord de Washington seront respectées. Donc il y a cette pression, il y a l'accumulation des preuves, vous l'avez dit vous-même qui a rendu vraiment ce déni un peu coûteux que l'avoue contrôlé à un moment, et aussi continuer à nier la présence ou le soutien par le mandat du M23 ne faisait que fragiliser, je pense, cet accord de Washington. Le deuxième point, c'est que Kigali veut ici, je pense que c'est aussi important, cadrer le récit avant que d'autres ne le cadrent à sa place. Et ils veulent que le monde retienne que ce n'est pas une agression, que c'est une mesure défensive avec l'argument central habituel qui est la menace d'un certain groupe ethnique, que les Banyamulenge, que les Tutsis au Congo sont menacés, que les FDLR représentent une sécurité pour le Rwanda, pas seulement aux alentours des frontières, mais jusque même dans le territoire congolais. Donc, c'est une technique classique, je dirais, de transformer une intervention offensive en logique de prévention. Et je pense que c'est là que la comparaison, je dirais, avec Israël, par exemple, est vraiment utile. Non pas pour confondre le contexte, mais pour pouvoir un peu exposer un modèle politique. Parce que vous savez, Israël, par exemple, depuis des années, transforme des opérations qui violent, je dirais, le droit et détruisent justement les civils et les langues de sécurité par rapport à la préemption, de lutte contre le terrorisme, défense. Et les États-Unis, très souvent, offrent une couverture diplomatique et politique à cette logique. Et c'est ce que nous voyons dans le cas des RDC vis-à-vis du Rwanda, que le message implicite ici est que si tu te présentes comme un allié sécuritaire indispensable, tu peux pousser très loin tes relations avec les États-Unis. Le Rwanda fait pareil. Il dit en substance, nous assumons ce que nous faisons avec le M23, mais c'est pour la sécurité. Ce n'est pas pour la paix, mais c'est la légitimation, je dirais, d'un fait accompli. Et puis troisièmement, je pense que aussi que c'est un moment américain, à la politique étrangère américaine qui définit tout. Ils s'adressent au Congrès américain. Ils savent que cette déclaration va devenir un archive hein, dans la politique.
Et donc, ils veulent que les États-Unis ils voient que les États-Unis veulent stabiliser la région pour des raisons économiques, mais pas seulement pour des raisons humanitaires. Voire transformer une zone, la zone de l'Est, comme étant une zone stratégique, une chaîne d'approvisionnement justement des minerais critiques, la compétition avec la Chine, et ils le disent clairement, corridor, un couloir économique. Et dans ce cadre, Kigali veut rappeler à Washington que le gouvernement du Rwanda, que le Rwanda est indispensable à la stabilité ou à la stabilisation justement de cette région. Et on connaît ce mode opératoire, c'est créer un problème pour ensuite venir vendre justement, je dirais, l'extincteur et se vendre comme étant une solution et pouvoir maintenir sa place à la table des négociations, des échanges, afin d'influencer parfois même une forme, je dirais, d'immunité politique. Donc, un peu voilà ma réponse par rapport à Donc, ça. donc, en résumé, est-ce qu'on peut dire en adoptant cette position donc, devant le Congrès américain, le Rwanda aussi, c'est une sorte de, je pense, une méthode pour aussi échapper en fait aux sanctions américaines? Oui, mais pas seulement parce que vous savez, moi je dis toujours hein, que lorsque vous voulez, lorsqu'un parent veut taper sur un enfant, hein, c'est un exemple vraiment banal, il n'annonce pas, il tape. Et le fait que les États-Unis ont à maintes fois annoncé des sanctions qui parfois ont tardé à venir, et lorsque ces sanctions sont arrivées, ce sont des sanctions, je dirais, un peu timides, c'est parce qu'au fond, il n'y a pas cette volonté de sanctionner le Rwanda. Au fond, il n'y a pas cette volonté de sanctionner le Rwanda parce que sanctionner le Rwanda, c'est se sanctionner soi-même, c'est sanctionner une politique étrangère qui marche qui a marché déjà dans la région des Grands Lacs, qui marche dans le Moyen-Orient et qui marche même en Amérique du Sud, on le voit aujourd'hui. Et un truc aussi quelque chose aussi à pointer du doigt ou à que les gens puissent un peu constater, c'est que il faut arrêter aussi de présenter ce qui se passe en RDC, notamment ces déclarations, comme étant une surprise entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'inattendu entre guillemets, Ils étaient mais dans le déni, hein, c'était toujours, bon, comme je disais, il y a eu des rapports, mais ils étaient pas. En fait, là, c'est un aveu qui est un peu plus. Bah, c'est un aveu. Avant, c'était le déni, non? Oui, mais je pense que c'est calculé. C'est calculé, comme j'ai dit, j'ai donné le contexte, mais aussi parce que si on regarde la politique du Rwanda aujourd'hui, c'est une politique dirigée par Paul Kagame. Et Paul Kagame n'a pas changé sa ligne. Il est président. Déjà, c'est une continuité d'une doctrine qui remonte de la fin des années 90, parce que le Rwanda s'est imposé comme acteur central justement dans les différentes guerres du Congo. Et ensuite, une fois que Kagame est officiellement devenu président les années 2000, cette logique n'a pas disparu. Elle a continué, elle s'est même, je dirais, institutionnalisée. Donc, les instruments changent, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le 23. Hier, c'était autre chose. Et ce discours aujourd'hui, c'est que c'est la coordination. Hier, c'était le déni, c'est vrai, vous l'avez dit. Mais l'objectif, lui, il reste le même, celui de conserver. Je pense que c'est vraiment très important pour le gouvernement du Congo, d'ailleurs, que je fustige, parce que le gouvernement du Congo, selon mes informations, avait aussi justement soumis une déclaration au même titre que le Rwanda, mais cette déclaration n'a pas été rendue publique, même par un tweet, alors que celui du Rwanda, nous l'avons vu, où il reconnaît justement de coordonner. Donc, et donc l'objectif reste le même, de conserver un levier permanent sur l'est du Congo, militariser la frontière ou le territoire congolais, créer cette zone tampon ou carrément hein, affecter ces zones au Rwanda directement, peser sur la trajectoire politique et économique de la RDC. Moi, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un événement totalement isolé, c'est une stratégie de longue durée et que la RDC, avec la panoplie des présidents que nous avons eus et une politique aussi, je dirais, cacophonique, est en train justement de subir et continuera de subir. Mais le Rwanda, c'est 30 ans de politique, c'est 30 ans un même homme, une même idée, et donc voilà. Et quand vous parlez, pardon, du contenu, et il y a eu également en fait un communiqué de la part de la RDC, mais qui n'a pas été rendu public. Mais quel était le contenu? Exactement. Personne ne sait. C'est des documents qui ont été soumis auprès
et je pense que le représentant Chris l'a dit aussi. Ce sont des documents qui sont soumis auprès du Congrès américain. Le communiqué du Rwanda n'a pas été lu en session. C'est l'ambassadrice ou l'ambassade du Rwanda qui a publié sur son compte Twitter, sur son compte X, mais le communiqué ou la déclaration de la RDC n'a pas été communiquée. On a beau fustiger le Rwanda aujourd'hui, mais je pense qu'il est aussi important de parler de la place que doit jouer ou du rôle que doit jouer le Congo ou la République démocratique du Congo, qui se veut être un pays démocratique. OK, c'est un pays démocratique, mais pourquoi il n'y a pas de transparence tant dans la signature des accords de Washington que dans un document soumis auprès du Congrès américain, justement parlant de la souveraineté du Congo, de l'occupation de Goma, 360 jours, 365 jours aujourd'hui. Qu'est-ce que le gouvernement parle? Qu'est-ce que le gouvernement dit en réponse de ces accusations, des accusations de financer les Wazalendo, de collaborer avec le FDLR? Quelle est la position aujourd'hui de la RDC sur cet accord de Washington?